Alors, on va commencer tout doucement. Il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, mais je vais me présenter pour ceux qui me connaissent moins. Je suis Carole Campeau, coordonnatrice de Palier à Vie, des services de soutien. Je suis infirmière de formation. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup auprès des enfants depuis que je suis à Palier à Vie. J'ai fait beaucoup de suivi de deuil pour les enfants. J'ai fait les groupes aussi, les groupes de soutien au deuil pour les enfants. J'ai suivi aussi des enfants proches aidants, en fait, qui se préparaient à vivre le décès d'un parent, des parents qui étaient très malades, un papa, une maman, un grand-papa, une grand-maman. Alors ça, j'en ai fait plusieurs suivis à ce niveau-là. Et avec l'expertise que j'ai développée, et toutes mes lectures et toutes mes formations, euh, quand j'ai discuté de ça avec Joanne, on s'est dit qu'on pourrait offrir ce petit atelier, conférence qu'on a déjà donné en formation régionale. On l'a un petit peu rapetissé parce qu'on a un peu moins de temps. Mais voilà, on a des belles choses à vous présenter et vous guider un peu plus. Et on va présenter le tout. Puis à la toute fin, s'il y a des questions, vous pourrez en poser ou vous pouvez y aller sur le chat aussi. Alors, je vais laisser la parole à Joanne qui va se présenter aussi. Bonjour, je m'appelle Joanne Perrault, je suis psychologue depuis plus de 40 ans, ce qui ne me rajeunit pas, mais c'est ça. Et puis, je suis psychologue à Palier à Vie depuis, j'entame ma 7e année. Là, je suis dans ma 7e année. Alors, tout ça juste pour vous dire aussi un peu le type de clientèle à, à laquelle on a eu accès, et Carole et moi. C'est sûr qu'il existe d'autres maladies graves qui ne sont pas nécessairement des cancers. Il existe des gens qui guérissent de maladies graves. Il existe des gens qui vivent des rémissions sur des longues périodes. Il reste que les clientèles auxquelles on a eu accès via Palier à Vie, en tout cas, à tout le moins au niveau de la maison de soins palliatifs elle-même, c'est sûr que c'est en grande majorité des gens qui sont en fin de vie. OK? Alors ça, c'était pour vous situer un peu le type de clientèle qui teinte notre expérience. Maintenant, à la question de savoir est-ce qu'on doit dire la vérité aux enfants, beaucoup de conférences, il faut aller jusqu'à la fin pour finir par avoir la réponse. Nous autres, on va vous la donner tout de suite. Fait que si vous quittez, vous pourrez. La réponse à nous, c'est oui. Oui, il faut dire la vérité aux enfants. Puis c'est pas juste notre réponse à nous, c'est la réponse de tout le monde qui a fait des recherches le moindrement dans ce domaine-là. Oui, il faut dire la vérité aux enfants. Le silence n'est pas une option et les gens qui ont fait des recherches systématiques là-dessus vont nous dire que les enfants sentent, les enfants savent, et les enfants, si on les informe pas, ils vont se trouver des réponses à leur niveau à eux. Mais très souvent, ils vont se trouver des réponses qui sont plus effrayantes encore que la réalité à laquelle ils doivent être confrontés. Alors, la grande majorité des gens qui se sont penchés sur la question tiennent tous le même discours, à savoir, oui, il faut dire la vérité aux enfants. Sauf que dans la pratique, on réalise que beaucoup de parents tergiversent, attendent, disent pas tout, en tout cas, tu sais, tournent les coins ronds pour toutes sortes de raisons, en pensant protéger les enfants. Sauf que ce qu'on réalise à l'expérience puis à l'expérimentation, c'est que ça ne les protège pas, c'est pire. Alors, faut détruire ce mythe-là qu'on protège les enfants. D'ailleurs, Josée Masson, qui est travailleuse sociale, qui est celle qui a parti la ressource Deuil Jeunesse, parle de maladresse d'amour. Je trouve que c'est un très, très beau mot pour parler de ça. Je pense que beaucoup d'adultes font des maladresses d'amour dans ce domaine-là en pensant protéger les enfants. Or, c'est le contraire qui se produit. Quand on se tait, on ne les protège pas. Pour illustrer ça, je vais vous lire un tout petit extrait d'un livre que je me permets de vous montrer, qui est
le livre de Jean Lemieux. Il s'appelle « Le fil de la vie » et c'est écrit du point de vue d'un enfant. Alors, je vous en lis un tout petit bout, puis vous allez comprendre. C'était le matin du 22 février, dans le salon, au chaud, dans mon pyjama rayé, je jouais avec mon nouveau jeu vidéo. Dans la cuisine, papa préparait le café en chantonnant un air du temps où il avait beaucoup de cheveux. Le malheur est entré dans la maison par le fil du téléphone. Papa a d'abord répondu d'une voix joyeuse. Il a ensuite échappé un « Quoi ?» et s'est mis à parler à voix basse. Même si je jouais avec mon jeu, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'anormal. Des mots étouffés, des grognements. Il ne voulait pas que j'entende ce qu'il disait. Il a raccroché et est retourné dans la cuisine. Il ne chantonnait plus. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? » »« Il n'y a rien. »« Rien? Je me suis méfiée. Quand les parents disent qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. » Sans finir sa tasse de café, papa est monté à l'étage. Je suis restée quelques instants seule dans la cuisine. Mon jeu ne m'intéressait plus. Qu'est-ce que papa avait appris au téléphone? J'ai gravi l'escalier. La porte de la chambre de mes parents était fermée. Je me suis approchée. J'ai collé mon oreille contre la porte. Papa parlait doucement. J'ai compris les mots « ambulance » et « hôpital », puis j'ai entendu un autre bruit. Maman pleurait. Qu'est-ce qui se passait? C'est un bel extrait, je trouve. Et tout le livre est écrit du point de vue de l'enfant, comme ça, à travers la perte d'une tante, entre autres. Mais je trouve que ça illustre bien le fait que les enfants, ils connaissent, ils nous connaissent, ils sentent plein d'affaires, ils utilisent toutes sortes de petits indices, mais ils récoltent de l'information, mais qui demeure très partielle si on n'explique pas l'ensemble du décor. Alors, à partir de ça, si personne parle à cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va déduire, qu'est-ce qu'il va comprendre, comment il va s'expliquer les choses, ça risque d'être pire que la vraie explication que son papa pourrait lui donner. D'autant plus que les enfants, dépendamment de leur âge, ne pensent pas comme nous, ils ne raisonnent pas comme nous. Et quand on les tient dans l'ignorance, ben, ils se trouvent des explications à leur niveau, à eux, mais ils ont beaucoup moins d'outils que nous pour se faire des raisonnements nuancés ou qu'on pense juste à quand on s'inquiète qu'il y a un enfant qui n'est pas rentré à l'heure, puis que là, notre imagination part à la dérive, d'un coup que, puis d'un coup que, puis d'un coup qui est dans un fossé, puis d'un coup qu'il y a eu un accident, puis d'un coup qui est mort, puis d'un coup... Tu sais, là, on peut aller loin, loin, loin avec notre imagination et pourtant, on a un raisonnement d'adulte. À plus forte raison, les enfants, ils ont beaucoup d'imagination, mais pas du tout la solidité de notre logique d'adulte pour ramener leur fantasme puis leur fantaisie à des niveaux raisonnables. Alors, ils peuvent aller très, très loin là-dedans. Et l'autre caractéristique des enfants, c'est qu'ils sont très, très centrés sur eux. Le monde, à leurs yeux, tourne autour d'eux. Alors, quand il se passe quelque chose, ils sont facilement capables de trouver une cause qui les concerne. Alors, il arrive un malheur après qu'il soit fait chicaner parce qu'au souper, il n'a pas mangé ses petits pois. Bien, il va se sentir coupable. Peut-être que ma tante, elle ne serait pas morte s'il avait mangé ses petits pois, ce qui est complètement illogique. Mais pour lui, il peut faire des liens entre tout ça. Alors, c'est comme important de se rappeler que l'enfant ne raisonne pas comme nous,
que l'enfant n'a pas tout notre bagage de logique et qu'il faut l'aider à faire ces liens-là pour éviter qu'il se trouve des explications pires que la réalité, mais aussi qu'il se trouve des implications ou qu'il se pense une capacité d'influer là-dessus. Si on les tient dans l'ignorance aussi, on les empêche de participer. Et ça, les gens qui ont eu accès à des personnes, même en fin de vie, Dieu sait qu'on n'est pas capable de les sauver, mais que ça nous aide beaucoup d'être capable de les accompagner, d'être capable de les rendre plus confortables, d'être capable de leur faire des petits plaisirs, d'être capable de participer. On se sent beaucoup moins impuissant. Quand on met les enfants à part, on les rend complètement impuissants aussi à aider ou à participer ou à contribuer au bien-être de cette personne-là qui est gravement malade. Alors, on les prive de plusieurs façons. Et par-dessus tout, quand quelqu'un d'une famille passe un moment difficile, c'est comme si on est dans un bateau qui traverse une tempête. Si les adultes donnent aucune explication aux enfants, non seulement on est sur un bateau puis il y a une tempête, mais en plus, il n'y a plus de gouvernail. Alors, les enfants sont doublement perdants là-dedans. Ils vont la traverser pareil, la tempête. Ils vont être impactés par cette maladie grave dans la famille. Mais en plus, ils vont des fois même perdre confiance dans les adultes parce que les adultes ne leur disent pas la vérité. Ils peuvent aller même jusqu'à se sentir trahis. C'est un terme qui est fort, mais ça correspond au vécu des enfants. Tu avais, Carole, un bel exemple de suivi d'enfants qui t'ont livré leur témoignage à eux, dans leurs mots à eux. Oui. Tu as envie de nous en parler? Oui, certainement. J'ai animé beaucoup les groupes à Jade, jadis, il y a longtemps. J'en referais aujourd'hui, mais je n'ai plus le temps. J'ai beaucoup aimé travailler avec les enfants endeuillés. Alors, j'animais un groupe à Jade dans une école. J'avais des enfants 10-11 ans, entre 9 et 11-12 ans qui participaient. J'avais 6 enfants autour de la table avec moi. Et moi, souvent, ce que je fais, j'offre aux enfants, c'est parfois, ils ont de la difficulté à nommer leurs émotions. Alors, je leur disais, mettez sur papier comment vous vous sentez. J'avais des crayons de couleur, j'avais des feuilles de couleur. Tout le monde choisissait le papier qui lui convenait, les crayons. Et, oups! C'est ma caméra qui vient de glisser, excusez. Le ventilateur est fort. Je pensais que je t'étais choisi un papier. Non. Je ne suis pas partie à voler non plus. Alors, les enfants dessinent, moi j'observe. J'observe le temps que les enfants dessinent. Puis il y avait une jeune fille au bout de la table, dans le coin, qui parlait peu. Et par la suite, on fait un tour de table et je demande aux enfants, est-ce que vous avez le goût de partager votre dessin? Alors, il y en a qui me montrent les dessins. Il y avait des dessins qui étaient quand même assez joyeux, qui étaient quand même, oui, on voyait de la peine, mais il y avait des belles couleurs. À un moment donné, la jeune fille montre son dessin. Elle était derrière des barreaux de prison noirs. Elle pleurait des larmes rouges. Alors, ça a été tout de suite mon réflexe. Oh, ça fait mal, ma belle. Et là, elle a été capable de me dire, ma grand-maman est morte. On ne me l'a pas dit. On l'a enterrée. Et je ne l'ai pas su. Elle s'est sentie trahie. Elle dit, ils ne me faisaient pas assez confiance pour que je puisse vivre ça avec eux. Elle était totalement, peut-être pas anéantie, mais je sentais une grande détresse en elle. Alors, on a travaillé fort pour essayer d'aller trouver des beaux souvenirs. Et elle a terminé le groupe avec le cœur plus léger, mais moi, ça m'avait frappé, ce dessin-là. Ça m'avait comme droit au cœur. Alors, les parents, c'est pas méchamment qu'ils ont fait ça. Sûrement qu'ils pensaient la protéger en la laissant sans savoir la vérité, sans savoir que grand-maman était partie. Mais par la suite, on a été capable d'écrire une lettre à grand-maman et ça s'est bien terminé, heureusement, là, avec de l'aide, puis les autres amis autour d'elle qui l'ont beaucoup supportée.
Alors ça, c'est un exemple d'enfants qui se sentent trahis. Permets-moi, Oui, Carole, d'ajouter quelque chose que je crois me rappeler, c'est cet enfant-là, quand sa grand-maman est décédée, elle était je ne sais pas trop où, en colonie de vacances ou chez des amis en vacances ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est comme si le réflexe des parents, ça avait été de se dire, ben c'est tant mieux, elle ne sera pas impactée par ça parce qu'elle n'y est pas. ouais, Ça tombe bien, ouais, OK? Alors, effectivement. c'était pas, ils l'ont pas mis à part, elle était déjà partie ailleurs. Mais il reste que, comme adulte, on a vécu ça. Vous avez sûrement entendu parler de choses comme ça si vous ne l'avez pas vécu vous-même. Quelqu'un décède dans la famille, puis un des membres de la famille est au Bahamas ou il est en Floride ou il est, tu sais. Puis là, tout le monde se met en frais de dire il faut les prévenir, il faut essayer qu'ils Ouais, reviennent. On n'aurait pas l'idée de dire oh, Régent est en Floride, c'est super, maman est morte, on va se dépêcher de l'enterrer. Comme ça, on va y épargner d'être obligé de s'acheter un costume foncé puis de venir au cimetière. Tu sais. C'est comme, on n'aurait pas cette idée-là pour les adultes. Mais pour les enfants, parfois, on prend des raccourcis comme ouais, ça. ouais, effectivement. Mais Et je pense que les parents, c'est pas de façon. Je pense que c'est un gros manque d'information pour ces gens-là. oui, bien sûr. Et moi, j'avais parlé aux parents par la suite à la mère, je crois, parce que cette petite m'inquiétait un peu. Et la mère avait beaucoup de peine de me dire, on pensait vraiment la protéger en faisant ça. Bien sûr, bien sûr. Et avait refait un petit rituel avec elle par la suite. Je les avais incités à faire un rituel pour que la petite se sente plus, plus en paix, en fait. Ça s'est bien terminé, heureusement. Et heureusement qu'elle avait accepté de faire le groupe à Jade cette fois-là, parce qu'elle aurait traîné ça probablement une bonne partie de sa vie d'adulte si ça n'aurait pas été réglé de cette façon-là. J'ai un autre exemple aussi d'une petite fille dont je pense que c'est le papa qui était décédé. J'en ai tellement rencontré, j'en oublie des bouts. Mais le dessin, je ne l'oublierai pas. Les dessins, pour moi, c'est très, très significatif. Euh, elle avait dessiné une maison qui était en feu, totalement. Il y avait des flammes qui sortaient de chaque fenêtre. Et dans le langage du dessin, la maison, c'est la famille. J'ai fait une formation sur l'interprétation des dessins et quand on voit une maison, ben la maison, ça illustre la famille. Et les membres de la famille qui étaient à l'extérieur, il n'y avait personne dans la maison, heureusement, elle m'expliquait on a eu le temps de sortir. Dans son cœur d'enfant, là, elle avait eu le temps de sortir de la maison. Ses émotions, c'est ce qu'elle exprimait. Mais les personnes qui faisaient partie de la famille étaient tous à distance un de l'autre. Ils n'étaient pas proches. Il n'y avait pas on se tient par la main puis on se supporte. Et je lui demande pourquoi tu n'es pas à côté de maman? Pourquoi tu n'es pas à côté de ton grand frère? Ben, c'est parce qu'on a toute la peine qu'on n'est pas capable d'en parler. Fait qu'on s'est éloigné. Puis la maison s'est effondrée. C'est vraiment significatif. Et elle aussi s'en est bien sortie, heureusement. Les enfants sont capables de faire un grand bout de chemin quand ils sont bien supportés, bien aidés. Mais c'est des dessins qui me restent en tête et que j'oublierai jamais, c'est sûr. Ça fait des années, ça fait au moins 18 ans de ça, puis je m'en souviens comme si c'était hier. Je pourrais même vous dire les couleurs de la cheminée. C'était vraiment très... les couleurs étaient foncées, le feu, c'était vraiment, vraiment spécial. Alors voilà, des deux exemples comme quoi on doit parler aux enfants. On doit leur dire la vérité. Et quand on dit est-ce qu'on doit tout dire la vérité, Joanne? Notre réponse, ça demeure oui. Oui. Je te laisse donc continuer. Ouais, oui, parce que même, non, je dirais, il y a dans notre expérience, puis Carole vous en relatera un, il y a des gens qui d'emblée disent oui, les enfants ont le droit à la vérité, à toute la vérité. Puis on a même été confrontés à un certain nombre de personnes qui étaient gravement malades et qui ont amené leur enfant avec eux à toutes les étapes de la maladie, au traitement, à toutes sortes d'affaires. Et on regardait aller ça avec étonnement parfois.
eux, en tout cas, ils l'avaient adopté à fond, la question que, oui, les enfants ont le droit à la vérité et à toute la vérité. Comme organisme, bien sûr qu'au niveau de la maison de soins Palliavi, on continue de maintenir que les enfants ont le droit à la vérité, mais c'est sûr qu'on ne le fait pas exprès ni les enfants ni les adultes d'ailleurs, de les laisser avec des images traumatisantes. Alors, à l'occasion, on a été témoin d'enfants qui étaient présents quand il y a eu des détresses respiratoires ou des choses comme ça. À ce moment-là, quand l'infirmière a été appelée au chevet, elle a réalisé qu'effectivement, il y avait une détresse respiratoire, qu'elle s'est revirée puis qu'elle a vu la fille et les petites filles avec des grands yeux effrayés, elle est intervenue. On a retiré les gens, on les a envoyés jouer, on s'est occupé du patient, puis quand la crise a été passée, on les a réintroduits dans la chambre. L'idée, c'est pas qu'ils soient témoins de tout pour avoir accès à tout, puis qu'on les traumatise, mais parfois d'être toujours en essayant de protéger. Parfois, on dit juste une partie de la vérité, on attend pour dire des affaires. Il y a toutes sortes de façons de faire en sorte de ne pas tenir les enfants tout à fait au courant des choses au fur et à mesure que la situation évolue. Veux-tu nous parler du petit bonhomme de 4 ans, Carole? Oui, oui. Comment ça s'est fini aussi? Oui. OK, raconte-nous ça. Alors, petit bonhomme de 4 ans dont le papa est atteint d'un cancer stade 4, mais qui va quand même faire des traitements. Le papa, il a une colostomie. Au début de la maladie, le petit bonhomme avait à peine 4 ans. Papa est décédé, il y avait 5 ans. Alors, papa a tout montré à Fiston. Son Fiston était très intelligent, très débrouillard. C'est un petit génie, selon papa. Et effectivement, il était très brillant, cet enfant-là. Alors, il amenait parce qu'il n'y avait pas de gardienne. Maman travaillait beaucoup. Alors, papa amenait Fiston au traitement de chimio, lui expliquait tout ce qui se passait dans son corps et tout et tout. Quand il changeait son sac de colostomie, il expliquait tout à Fiston. Pour nous, c'était beaucoup. L'infirmière qui était dédiée à ce suivi-là, à cette époque-là, Lynn, avait beaucoup parlé à papa. Et maman était un petit peu en dehors de tout ça parce qu'elle travaillait beaucoup. Hein. Elle était le seul salaire qui entrait dans la maison. Elle démarrait une business et tout ça. Alors, c'est sûr que cet enfant-là, malgré qu'il était très brillant, on sentait qu'il y avait un certain stress aussi, là. Et papa l'amenait partout avec lui. Mais ça s'est quand même bien terminé parce que le fiston a eu de l'aide par la suite. Hein, parce que quand papa est décédé, maman s'est retrouvée à s'occuper de fiston un peu plus. Et maman avait demandé de l'aide par la suite. Alors, les nuances qu'on peut faire, 4 ans pour voir comment on change une colostomie, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est un peu trop. On peut expliquer des choses, mais sans plus. Sans plus. Alors ça, c'est un exemple assez punch qu'on avait eu. Et l'autre exemple du grand-papa en détresse respiratoire, l'infirmière, mais c'était moi. J'étais au plancher à ce moment-là, puis c'était un grand-papa avec un cœur gros comme ça. Et sa fille revenait de voyage avec les 2 petites qui n'avaient pas vu grand-papa depuis quelques semaines. Grand-papa était rentré à la maison de soins entre-temps. Son état se détériorait beaucoup. C'est un grand-papa très proche de ses enfants, ses petits-enfants. Et les filles sont rentrées, ils commencent à raconter leur voyage. Puis on a vu ci, grand-papa, puis on a fait ça, puis on a fait ça. Mais grand-papa, à un moment donné, a eu de la misère à respirer. Il nous a tapé une détresse respiratoire assez importante pour que je puisse donner le protocole STAT. C'était vraiment important. Et je me souviens, les yeux des petites qui avaient les yeux ronds, et j'ai regardé la maman, j'ai dit, allez dans la salle de jeu, j'irai vous chercher ensuite. Et les petites sont sorties, puis c'était vraiment trop pour elles.
parce que 5 minutes avant, grand-papa jasait. Et c'est arrivé spontanément. Alors, j'ai donné le premier protocole de détresse. Grand-papa s'est endormi. Je suis retournée chercher les petites. Je leur ai expliqué qu'ils dormaient, qu'ils étaient bien, qu'ils ne souffraient pas. Là, ça s'était déposé un peu plus, mais c'était quand même assez particulier. De voir le regard des deux petites, c'est vraiment spécial. La maman aussi, hein, la fille de monsieur, a trouvé ça extrêmement difficile. Mais ça s'est bien passé par la suite. Il est parti très doucement. Alors, oui, les enfants ont droit à la vérité. On peut leur en dire, mais on ne doit pas tout dire et les laisser participer à tout. C'est ça qui est important de retenir aussi. Toi, Joanne, tu avais un exemple aussi, hein? Oui, moi, j'avais un exemple oui, on a dit la vérité, mais pas toute la vérité. Et là, vous allez voir comment les humains, on peut être ratoureux des fois, sous prétexte toujours de protéger les gens. Je pense à une maman qui a eu un diagnostic de cancer, puis des traitements et tout ça, et elle l'avait dit à ses enfants. Elle avait eu 2 unions dans sa vie. Elle avait 2 grands garçons d'une vingtaine d'années et une plus jeune fille de 12, 13, 14 ans, là, qui était en famille d'accueil, cette jeune-là. Bon, alors, elle a dit à tout son monde qu'elle avait un cancer, mais qu'elle était en traitement. Bon, ça va. Après ça, à un moment donné, les traitements ne faisant plus effet, le médecin l'avait passé en soins palliatifs et lui avait donné un pronostic de survie d'1 an. La maman a informé ses 2 garçons les plus vieux, mais celle de 14 ans, comme elle était en famille, pas en famille d'accueil, en foyer de groupe, et qu'elle la voyait dans le temps des fêtes, elle a eu ce diagnostic-là à l'automne, comme elle la voyait dans le temps des fêtes, elle s'est dit, je vais attendre d'avoir un moment avec elle pour y annoncer ça. Bon, ce qu'elle a fait, sa fille est venue passer une quinzaine de jours dans le temps des fêtes, pour Noël, des jours de l'an. Bon, alors elle a fini par dire à sa fille qu'effectivement, les traitements n'avaient pas marché, que le médecin lui donnait pour 1 an de pronostic de survie. Bon, mais elle a dit ça, on était rendu au début janvier. Mais elle avait la nouvelle depuis le mois d'octobre. C'est plus la même affaire, là. La petite, elle a 14 ans, elle n'a pas de pensée de demander à sa mère quand est-ce que le médecin t'a dit ça. OK? Bon. Alors, la petite a dit, ah, ben là, 1 an, de janvier à janvier, je l'ai jusqu'en janvier prochain, elle va être là pour ma prochaine fête, et tatitata. Là, elle a élaboré dans son monde à elle l'année qui s'en venait. OK? Bon. Finalement, son état s'est détérioré plus vite que prévu, que le médecin l'avait prévu. Elle est rentrée à la maison de soins palliatifs en février. Les 2 plus vieux ont compris que si maman rentrait à la maison de soins palliatifs, c'est parce que le pronostic était plus d'1 an. Le pronostic était passé à moins de 3 mois. Mais ça, on ne l'a pas dit à celle de 14 ans. Fait qu'elle, elle a continué à venir voir sa maman à la maison de soins palliatifs régulièrement et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et à un moment donné, madame a fait une complication et là, le médecin a réuni toute la famille autour de madame et avec madame. Et là, on a expliqué. Il y avait un traitement possible et si ça fonctionnait, ça prolongeait l'espérance de vie de madame de quelques semaines. Et si ça ne fonctionnait pas, le pronostic se réduisait à quelques jours. C'est comme ça que la jeune fille a appris que finalement, l'année qu'elle avait projetée dans sa tête, c'était pas ça. Vois-tu? Alors, on a juste, on n'y a pas dit des menteries, on n'a juste pas donné toutes les informations, si bien que je me suis retrouvée avec cette jeune fille-là dans mon bureau qui pleurait le fait que sa maman, dans 4 jours, elle y serait probablement plus. Ça demande, je pense, une capacité d'adaptation beaucoup plus grande d'être capable de se revirer sur un glycème. Alors, justement, la jeune qu'on voulait protéger le plus possible, c'est à elle qu'on a demandé la capacité d'adaptation la plus grande en ne l'ayant pas mis complètement au courant de tous les détails de l'évolution de la situation.
je pense qu'on lui aurait rendu un meilleur service. Et à partir de ce moment-là, elle a effectivement fait des demandes beaucoup plus claires à son foyer de groupe. Elle a demandé à venir passer une nuit avec sa maman. Elle a demandé à sauter un certain nombre de cours pour être avec sa maman. Elle a fait des demandes beaucoup plus précises parce que là, elle avait l'heure juste. OK? Fait que c'est ça. Des fois, c'est pas, on ment pas, mais quand on donne pas tous les éléments, on donne pas toutes les possibilités non plus aux personnes de s'ajuster au fur et à mesure. Fait que oui, les enfants ont droit à toute la vérité et au fur et à mesure que la situation évolue. C'est ça ma réponse. C'est la mienne aussi. C'est la tienne aussi? On dit aussi pas n'importe comment, hein, les enfants ont le droit de savoir toute la vérité. Le vrai défi qui nous attend, nous les adultes, c'est de trouver les mots qui correspondent aussi à leur niveau de développement. Bien sûr, on ne parlera pas le même langage avec un enfant de 4 ans et un enfant de 15 ans. C'est évident selon leur croissance et leur niveau de compréhension. Joanne, tu pourrais... Moi, je pense que ça va être important que tu parles des 0-2 ans qu'on souvent... On pense qu'ils vivent pas d'émotions, ils ressentent pas, sont tout petits, ils comprennent pas. C'est encore Attention. le mythe est encore plus important de dénoncer en ce qui concerne les 0-2 ans. La majorité des gens se disent il n'y en aura pas connaissance, il s'en souviendra plus, puis c'est pas grave, c'est parfait, ça, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Plus les enfants sont petits, plus il faut demander aux parents de mettre des mots sur ce qui se passe. Tu sais, on dit les enfants, c'est comme des éponges. Oui, les enfants, c'est comme des éponges. Ça sent des tas d'affaires, mais ça n'a pas de mots pour s'expliquer ce qui se passe. Alors, on prend juste un bébé naissant qui dort dans les bras de sa maman. Ma tante arrive, elle veut le prendre, elle le prend, elle le colle sur elle, le bébé se met à broyer. Elle ne l'a pas pincé, ma tante, là. T'sais. Mais le bébé, il a pigé qu'il n'était plus dans les mêmes bras. Ce n'est pas la même façon de le tenir, c'est pas le même parfum, c'est pas le même battement de cœur. Il le sait qu'il est dans des bras qu'il ne connaît pas. Okay? Alors, c'est pareil à toutes sortes de niveaux. Tu es en deuil, tu perds, quand même que ce n'est pas ton conjoint, quand même que c'est ton père ou ta mère, tu donnes le sein. Personne ne va me faire croire que ça goûte la même chose que si tu n'avais pas perdu ton père. L'enfant, il le sait. Il sent qu'il y a une différence, mais il ne sait pas pourquoi. OK? Et bien sûr, ça s'imprime. Les premières expériences de vie des enfants s'impriment, sauf qu'ils n'ont pas de mots pour les nommer. Alors, même s'ils vont un jour en thérapie adulte, quand on fait de la thérapie en profondeur, on arrive à un moment donné dans la thérapie où les gens n'ont plus de mots pour nommer les affaires. Ils ne savent pas, c'est diffus, c'est une impression. Ils sentent de toutes sortes de façons, mais ils ne peuvent pas dire pourquoi. C'est les premières expériences, c'est les expériences précoces de l'enfant. Et bien sûr, ça va avec, ça fait partie de la définition de la patente, c'est des expériences précoces avant que les enfants aient des mots pour nommer les choses. Alors oui, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup encourager les gens à nommer pour leur tout petit ce qui se passe et dire tu dois bien voir que ce n'est pas comme d'habitude. Je ne joue pas avec la même ardeur avec toi. Je ne suis pas là de la même façon. Je suis triste. Mon papa est très malade. Ma maman vient de mourir. J'ai de la peine. Puis ce n'est pas de ta faute à toi, mais j'ai de la peine. J'ai le cœur gros. Alors, bien sûr, je ne réagis pas de la même façon. Pas aussi réactive que je l'étais d'habitude. Ça, il faut nommer ça.
En le nommant, déjà, ça met des mots sur l'expérience de l'enfant, mais en plus, comme adulte, ça nous oblige à nous distancer et à considérer l'enfant comme un sujet digne d'intérêt. Alors, ça dit à l'enfant, ça donne à l'enfant l'heure juste et ça lui dit, je m'excuse de ne pas pouvoir être plus joyeuse que je le suis actuellement. C'est parce que moi, on se rapatrie nos émotions. Moi, je vis quelque chose et ce n'est pas de ta faute à toi. Alors, ça resitue les deux personnages dans la relation et ça rétablit une distance qui est saine et l'adulte se rapatrie ce qu'il vit et nomme des choses pour l'enfant. Alors, il faut arrêter de penser que parce qu'ils sont tout petits, ils s'en rendront pas compte. C'est pas vrai, c'est le contraire. Ils vont s'imprégner de ça, mais ils n'auront pas d'explication. Il y a d'autres parents qui ont eu beaucoup de peine de se dire mon enfant que je porte actuellement ou mon enfant qui a quelques mois se souviendra pas de grand-papa parce qu'il l'a très peu vu, il n'a pas pu vivre d'activité avec, il était trop petit, patati patata. Et il y a un très, très beau livre qu'on conseille, qu'on a à la maison de soins et qu'on conseille souvent aux jeunes familles qui ont une peine particulière du fait que l'enfant n'a pas de souvenir de la personne qui décède. Et c'est une belle illustration avec des mots simples de comme adulte, comment on peut mettre de la chair autour d'un personnage. Veux-tu nous en donner des exemples, Oui, oui, le livre s'intitule Toujours près de toi. C'est un album de partage sur le deuil. Il y a des sections souvenirs à partager aussi, à compléter. C'est Valérie Fontaine, Ninon Pelletier. C'est ce petit livre-là qui est un bijou. Hein? À notre avis, c'est vraiment un magnifique bouquin. Je vais vous en lire quelques pages. Je ne les lirai pas toutes, mais je vais vous en lire quelques pages. Alors, parfois, les grands-papas et les grands-mamans ne restent pas assez longtemps pour qu'on en profite vraiment. Ils s'en vont au ciel ou ailleurs, on ne sait pas. Ce que l'on pense, c'est qu'ils s'installent dans nos cœurs. Tu n'as pas eu la chance de rencontrer ton grand-papa. Il est parti en avance. Cela me chagrine beaucoup. C'est la maman qui parle. J'avais tant espéré votre rencontre. J'ai eu l'idée de te faire découvrir ton grand-papa selon ce qu'il avait aimé durant sa vie. Je te présenterai cet homme spécial qu'il était avant tout mon papa. Lorsque tu seras assez grand pour marcher, je t'amènerai voir l'érable que grand-papa avait planté pour grand-maman. Chaque automne, ses feuilles deviennent rouges comme le feu. Grand-papa l'avait trouvé dans la forêt. Il l'avait rapporté sur le terrain de la maison. Il en avait pris soin. Il l'aidait à bien grandir comme il le faisait avec l'amour qu'il portait à grand-maman depuis très longtemps. Les images sont très belles aussi. C'est vraiment bien illustré. C'est plein de couleurs, c'est plein de douceur. C'est un beau bouquin à se procurer, vraiment. Lorsque tu seras assez grand pour manger des friandises, je te ferai goûter aux bonbons préférés de grand-papa. Il dévorait des jujubes rouges, jaunes et oranges. Il réservait toujours les verts pour la fin. Côté chocolat, le noir était son préféré. Même si ton grand-papa était très grand, il avait gardé son cœur d'enfant. Je vous en lis une petite dernière. Lorsque tu seras assez grand pour courir et te chamailler, je t'apprendrai à jouer à l'oreiller. C'est un jeu fou que grand-papa avait inventé pour rigoler avec ses tantes et moi lorsque nous étions petites. Avec ses mains gigantesques, il nous attrapait et nous roulait en boule sous sa tête. Comble du malheur, il s'endormait. Nous aimions faire semblant d'être prisonnières d'un géant. C'était vraiment rassurant de savoir que ces bras forts, dont je voulais me libérer, étaient là le reste du temps pour me protéger. C'est tout comme ça. C'est vraiment un bijou bouquin. Hein? On l'aime beaucoup, ce bouquin-là, moi puis Joël. Carole, le deuxième auteur, c'est qui déjà, le deuxième auteur? Ninon Pelletier. Valérie Fontaine et Ninon Pelletier, c'est les éditions Fond-Fond. Tu peux, je pense, renouveler le tien ou sinon, ils peuvent te le commander. C'est là qu'on l'avait acheté d'ailleurs, chez Renouvelé. Magnifique petit livre. Voilà.
C'est un des bijoux qu'on a découvert, moi puis Joanne, en faisant beaucoup de lectures. Merci. Bienvenue. Alors, on continue, Joanne, avec les enfants un peu plus vieux. Oui, avec les 2-6 ans. Vous savez, dans la Bible, on parle de l'âge de raison autour de 7 ans, là. C'est parce qu'avant cet âge-là, les enfants ont pas la logique des adultes. Alors, c'est entre autres pour ça qu'on dit il faut leur expliquer les choses et leur faire des liens, parce qu'autrement, ils risquent de faire des liens qui ont pas rapport. Alors, si on pense juste aux chicanes d'enfants à l'école, là, tu réunis les enfants, puis c'est toujours l'autre qui a commencé. Puis c'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes, c'est parce que dans leur esprit, c'est toujours l'autre qui a commencé. C'est jamais eux autres qui sont dans le tort. Il existe un autre exercice que j'ai trouvé absolument magnifique, que les professeurs font dans leur formation, et ça consiste à montrer à un enfant en bas de 7 ans, mais peut-être en bas de 6 ans, là, un carton. Alors, tu demandes à l'enfant quelle couleur tu vois. L'enfant te dit, je vois rouge. OK. Tu revires le carton de bord, tu lui dis quelle couleur tu vois. L'enfant dit, je vois bleu. OK, ça marche. Bon, alors, vous avez compris que c'est un carton qui a 2 faces. Un côté, c'est rouge, l'autre côté, c'est bleu. Vous revirez le carton de bord encore une fois, puis vous demandez à l'enfant quelle couleur tu vois. Il dit rouge. OK. Alors maintenant, quelle couleur moi je vois? L'enfant réfléchit 30 secondes, puis il dit rouge. Parce que dans son esprit et dans le développement de son cerveau, il est incapable de conserver cette information-là, à savoir que si le carton est bleu d'un bord, rouge de l'autre, que si lui voit rouge, moi je vois bleu. Si lui voit bleu, moi je vois rouge. C'est juste logique. Mais avant l'âge de 6 ou 7 ans, les enfants n'ont pas la capacité de ce raisonnement-là. Alors, les gens, l'enfant est incapable de se mettre dans les bottines de l'autre pour se dire, si je traverse au bord du carton, qu'est-ce qu'elle voit, la madame en face de moi? Alors, c'est important de savoir que ce n'est pas une question d'honnêteté ou ce n'est pas une question de... C'est vraiment une question de développement intellectuel. Les enfants n'ont pas ce qu'il faut pour faire les bonnes déductions logiques. Et c'est pour ça qu'il faut que les adultes les accompagnent. Au fur et à mesure qu'ils progressent, 7 ans en montant, des fois, il y a des enfants qui ont des problèmes là, au début du primaire. Là. Quand vient le temps de faire des opérations mentales, là. Maman avait 2 bonbons, elle t'en donne un, et ton ami en avait 2 lui aussi. Combien en avez-vous tous ensemble? L'enfant n'est pas capable. Mais tu mets un bonbon, tu en mets un autre, tu en mets 2 autres, tu dis combien il y en a. L'enfant est capable de compter jusqu'à 4. Mais si on enrobe ça dans une histoire, il n'est plus capable de traduire l'histoire écrite ou verbale dans une opération mathématique. Il n'y a pas ce qu'il faut intellectuellement pour faire ce transfert-là. Alors, certains enfants sont plus rapides que d'autres, certains l'ont en entrant à la maternelle, certains l'acquièrent en première année, mais cette capacité de logique-là, l'âge de raison qu'ils appellent là, dans la Bible, là, ben, à partir du moment où l'enfant a plus de capacité intellectuelle, graduellement, au fur et à mesure où il vieillit, il s'approche plus du raisonnement des adultes, et là, on peut avoir des conversations plus élaborées, mais de toute façon, on va se dire que ce qui est le plus utile, c'est de suivre les questions de l'enfant, c'est de suivre ses questionnements, c'est de répondre à ses questions, c'est de l'accompagner dans ce qu'il porte comme élément par rapport à ça. Alors, on les suit là-dedans. Mais avant l'âge de 7 ans, ce n'est pas de la malhonnêteté, ils ne sont pas, leur système intellectuel et cérébral n'est pas développé suffisamment pour qu'il y ait une pleine compréhension comme les adultes. Par contre, si vous y repassez le film de la réponse qu'il a donnée à l'exercice de carton quand il a 7 ans, il va vous dire que vous avez triché puis que vous avez modifié le vidéo tellement que c'est évident. Une fois que tu l'as acquis, cette capacité de raisonnement-là,
il ne croira pas qu'il a été assez niaiseux pour vous répondre ça. OK? Fait que les adultes aussi, on oublie qu'on raisonnait comme ça aussi à l'époque. OK? Il faut se rappeler ça. OK? Est-ce qu'on en parle avec ou sans émotion? Oui. Oh, je voudrais que tu donnes, Carole, avant ça, je voudrais que tu donnes l'exemple de, au fur et à mesure que les enfants vieillissent, ils sont capables d'éprouver des émotions qui parfois sont contradictoires, comme les adultes d'ailleurs. Oui, effectivement. OK? C'est important. En fait, c'est 2 enfants que j'ai accompagnés, proches aidants. Ma maman était malade depuis quelques années, une maman quand même assez jeune, fin trentaine. Il y avait 2 enfants pré-ados, 10 ans et 12 ans, qui allaient à l'école. Maman était malade, très malade. Et moi, j'ai rencontré les enfants à la demande des parents qui étaient très inquiets de leur comportement, de leur attitude. Et ils voulaient que je valide si c'était normal. Alors, j'ai rencontré les 2 enfants séparément, bien sûr. Et moi, ce que j'entendais de ces enfants, maman est malade, c'est difficile, je ne peux pas éviter d'amis, je ne peux pas faire de bruit, je ne peux pas m'énerver quand je joue sur ma manette de jeu vidéo, il faut que je fasse ça en silence. Ça devient vraiment difficile. Et autant il y avait de la peine de voir que maman était très malade et il savait que maman finirait par partir parce que son état se détériorait. Mais les 2 m'ont dit, on a hâte de revenir à la normale. On a hâte de jouer. On a hâte de parler fort. Alors, autant la peine, mais autant le fait de dire, notre vie à nous, là, est mise en stand-by. Et la maman est finalement rentrée ici à la maison de soins. Puis ce qu'on a vu, ce qu'on a remarqué, c'est que la relation a changé dans le sens qu'ils venaient visiter maman. Pour eux, c'était le party. Ils venaient faire une soirée cinéma popcorn avec maman. Ils retournaient à la maison avec papa. Le lendemain, ils faisaient leurs petites choses, ils vaquaient à leurs occupations. Ils revenaient voir maman. Ça s'est quand même bien passé. Le passage ici à la maison a permis aux enfants de décanter et de se préparer et de profiter des moments spéciaux avec maman. La soirée popcorn, une autre soirée, c'était la crème glacée. Alors, ils ont vécu des belles choses et ils sont partis avec, quand ils ont quitté la maison ici, avec une lourdeur qui était diminuée parce qu'il y avait eu de bons moments et ils n'étaient pas restreints dans ce qu'ils pouvaient faire avec maman. J'ai revu le papa un an après, comme ça, en prenant une marche avec mon conjoint. Et il m'a dit, ça va bien. Les enfants vont bien. Ils ont eu de la peine, mais ils fonctionnent bien les 2. Ça va très bien à l'école. Ils ont été supportés et aidés et ça va bien. Alors, c'est un bel exemple là, de voir que oui, malgré la peine, il peut y avoir des bons moments, il peut y avoir des belles choses. Puis c'est important de leur offrir ce temps-là. Puis c'est sûr que ça change une vie d'enfant quand il y a quelqu'un de très malade dans la maison. C'est pas facile pour les enfants. Surtout eux qui avaient beaucoup d'amis. Hein? C'était une tralée d'amis qui se présentaient à la porte par la suite. C'est que ce que le père me disait, ça coûte cher de popcorn, je peux te dire. Mais le papa était content de voir que ses enfants fonctionnaient bien, puis à l'école, ça allait bien. Alors ça, c'est un bel exemple d'enfant que j'ai suivi pendant près d'1 an. Mais Voilà. là-dessus, c'est des exemples d'enfants de 10-12 ans Mhm. qui ont atteint un niveau de développement suffisant pour être capables de nommer Oui. des sentiments contradictoires. Puis on retrouve ça chez les adultes, on voit ça dans les chambres. Les gens nous avouent des fois un petit peu honteux qu'ils ont hâte à quelque part. Que oui, ils les garderaient, ils n'ont pas hâte qu'ils meurent, mais ils ont hâte qu'ils meurent. Tu sais. Les adultes, ils ressentent ça. Et déjà, à 10-12 ans, ces enfants-là étaient capables de nommer des choses qui sont contradictoires. Ça parle d'un développement intellectuel et émotif et d'une capacité à nommer leurs choses qui est grande, qui est déjà presque dans l'ordre de la capacité des adultes. Fait que c'est intéressant. Joanne?
Le Oui. chronomètre roule. Il est 14h32. À Oui, quelle madame. heure il faut vraiment libérer parce que le Oui. bureau médical n'attendra pas trop longtemps, je pense. À 15 heures, tu dis? Ouais, c'est à 15h. Oui, on va avoir libéré pour 15 heures, c'est promis. D'accord. Il Parfait. nous reste à dire que certains parents, justement, retardent le moment de donner les nouvelles aux enfants parce que quand ils apprennent la nouvelle, ben, ils sont émotifs, alors ils n'osent pas, ils attendent d'avoir digéré l'information pour en parler calmement aux enfants, ce qui n'est pas complètement fou comme idée, là. Bon. Mais il reste qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, je ne sais pas pour vous, mais moi, me semble que j'ai envie de le partager avec quelqu'un. Bien sûr, je ne vais pas choisir n'importe qui. Je vais appeler quelqu'un de confiance, puis je vais lui dire, je viens d'avoir un mauvais diagnostic, je suis inquiète, je dois passer d'autres tests, bon, ta. Mais on a besoin d'en parler. Et je pense que la personne qui reçoit une mauvaise nouvelle en parle. Elle va chercher du soutien, et c'est important. Mais en même temps, il faut trouver le tour d'en parler aux enfants pour que les enfants aussi puissent éventuellement prendre le temps de le digérer et aller chercher du soutien. Mm. Et ce n'est pas grave qu'éventuellement on soit touché. Je pense que c'est normal d'être touché. Je pense que c'est normal d'être triste, d'être ému, d'être bouleversé. Je pense que la seule affaire qu'il faut éviter, c'est de s'effondrer et de demander que ce soit nos enfants qui nous ramassent, là. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est nous qui devons les accompagner, même si des fois, des petits bras autour de notre jambe ou de notre taille, mon Dieu, que ça fait du bien. OK? Mais il reste que faut pas être complètement envahi pour en parler aux enfants, mais même si on verse quelques larmes ensemble, ça peut juste normaliser le fait que oui, c'est pas une bonne nouvelle, oui, c'est une mauvaise nouvelle, oui, on a de la peine de cette nouvelle-là, puis on le prend ensemble et c'est naturel et c'est normal, puis on n'en meurt pas de verser quelques larmes. OK? Mais moi, je pense que c'est souvent une raison qui est évoquée par les parents pour retarder l'annonce de certaines nouvelles parce qu'ils sentent qu'ils vont verser quelques larmes ou ils diront pas ça comme des robots, mais l'idée, c'est pas de le dire comme des robots non plus, là. Il faut se permettre de le dire avec émotion parce que c'est des choses bouleversantes, bien souvent. Mhm. D'ailleurs, les enfants vont le sentir, même si on fait notre robot. OK? Ils ressentent tout, ces petits. Oui. Maintenant, comment savoir si un enfant a besoin d'aide? Des petits indices, hein, Joanne, qu'on peut remarquer là, quand un enfant a besoin d'aide. C'est sûr qu'on peut mettre le réseau de l'enfant à contribution, hein, les parrains, professeurs, amis, grands-parents, les gens qui entourent ces enfants-là pour voir des choses, remarquer des choses. Et souvent, ce qu'on voit, c'est les changements de comportement, de l'agitation, du retrait, de l'agressivité même, de la tristesse, des troubles d'alimentation, du sommeil, les résultats scolaires qui peuvent chuter, des malaises physiques. Hein, ils peuvent se mettre à avoir mal au ventre sans raison apparente. J'ai déjà vu même des enfants, moi, avoir les douleurs un peu comme le parent qui était malade. Ça fait la même chose que ça faisait à papa. J'ai mal à la même place. Alors, c'est important à ce moment-là d'aller chercher de l'aide. Hein. Ça peut être des professionnels en privé, dans le public, CLSC, Palliavi, hein, on fait ce soutien-là. L'ordre professionnel des psychologues, Oui. l'OPQ, c'est ça, Joanne? L'organisme Deuil Jeunesse. Deuil Jeunesse, oui. Oui, effectivement. L'ensemble du territoire du Québec. Ouais. Certains services sont gratuits, d'autres sont en privé, mais ils ont une belle banque de ressources pour un peu partout dans la province. Oui. Il y a des lectures qu'on peut suggérer aussi. On avait, en fait, il y a quelques années, Joanne, hein, le petit défi de la bibliothèque de Saint-Jérôme, des choix de lecture, les enfants et le deuil qu'on a ici. Mais ils vont le refaire, hein, parce qu'il y a des nouveautés qui apparaissent. On en a lu quelques-uns dernièrement, là, des bijoux aussi. Là. Il y a quand même beaucoup de livres qui se font sur le deuil chez les enfants. On a quelques titres. Oui, et
Et ce que je dirais, c'est dans les bibliothèques de la province, un peu partout, pas juste à Saint-Jérôme, mais à Saint-Jérôme, il y a des livres sur le deuil et il y en a deux sortes, en fait. Il y en a qui sont comme très, très clairs. Tu sais, papa, on ne t'oubliera pas. Le grand-père de Tom est mort. Si vous allez à la bibliothèque et vous sortez ces livres-là, vous les mettez dans le salon, puis vous dites à votre petit-fils, à votre petite-fille, ou à, bon, viens, on va lire Le grand-père de Tom est mort. Si elle dit, oh non, pas celui-là, j'aimerais mieux l'histoire de la princesse, c'est parce que juste le titre dit assez où c'est qu'on s'en va avec ce livre-là, puis il y a des enfants qui ne veulent pas aller là. C'est correct. Par contre, il y a d'autres livres où c'est un petit peu plus camouflé et c'est à travers des animaux. Alors, des fois, quand les enfants sont trop sensibles à ce thème-là, il faut y aller un peu par la bande et y aller à travers des histoires d'animaux. Fait que des fois, juste par le titre, vous allez voir des affaires comme Au revoir Blaireau, Capucine et Lupin, Le vieil éléphant. Bon, des livres comme ça, c'est un petit peu plus protégé pour l'enfant. Ça prend le thème un petit peu plus par la bande, mais ça peut amener une discussion à ce niveau-là. D'ailleurs, actuellement, avec la pandémie, c'est clair que le thème de la maladie, des microbes, puis des personnes qui meurent, c'est revenu à l'avant-plan des préoccupations des adultes, mais aussi des préoccupations des enfants. Alors, ça peut être intéressant, si vous avez des tout-petits autour de vous, de passer par la bibliothèque puis d'aller vous choisir quelques livres de Blaireau, puis de Vieil éléphant, puis de Maman a perdu son papa, machin, puis voir qu'est-ce que vos enfants ou vos petits-enfants, à quoi ils résonnent à ça. Est-ce qu'on a 5 minutes pour que je vous lise le livre Vieil éléphant, qui, moi, est un de mes favoris? Oui, on pourrait prendre quelques minutes pour le livre. Après ça, s'il y a des questions, pour qu'on puisse... Oui, après ça, on regarde 10-15 minutes. Oui. C'est un magnifique livre et c'est aussi un livre où on le prend sous le thème des animaux, OK? Mais c'est aussi un livre que je trouve qui est intéressant parce qu'il peut être utilisé pour introduire la notion d'aide médicale à mourir. Ça aussi, c'est une nouvelle réalité que les enfants vont questionner à un moment donné ou à un autre. OK? Alors, ça commence par « Petite souris et vieil éléphant vivaient sous le même arbre. Petite souris dormait dans un trou entre les racines et vieil éléphant appuyé contre le tronc. Petite souris était habile, elle avait tressé un cordon et depuis, vieil éléphant ne perdait plus jamais ses lunettes. Heureusement, parce qu'il n'y voyait plus très clair. Vieil éléphant était fort, il protégeait Petite souris qui était encore bien jeune. Souvent, il l'amenait en promenade, là où ses petites pattes n'auraient pas pu la porter, à la montagne ou au grand lac. Petite souris était un rayon de soleil dans la vie de vieil éléphant qui se sentait parfois bien fatigué. Il avait vu tant de choses. Certaines fois, il fermait les yeux et se souvenait de ses amis, Bam Bam et Aragorn. Ils étaient partis depuis longtemps au pays des éléphants. Peut-être était-il temps pour lui. Un soir, au retour d'une baignade, il prit un chemin différent. « Où allons-nous, vieil éléphant ?» demanda Petite souris. « Tu vas voir, répondit-il. » La forêt s'était refermée sur l'entrée de cette piste ancienne, mais le sol était tassé comme si, depuis toujours, de gros animaux l'avaient piétiné. « Tu te souviens du pays dont je t'ai parlé, où tous les éléphants partent un jour quand ils sont vieux ou malades? » « Je m'en souviens, dit Petite souris. »« Le voilà, dit vieil éléphant. Au moment où la piste débouchait hors de la jungle, il se tenait au bord d'un ravin profond. De l'autre côté, une forêt luxuriante s'étendait à perte de vue. C'est là que mes parents sont partis, et mes frères et tous mes amis. Bientôt, moi aussi, je m'en irai. Ce n'est pas triste, les éléphants sont heureux là-bas.
Petite Souris sentit son cœur se serrer. Vieil éléphant lui avait déjà dit tout ça, mais elle n'aimait pas y penser. Soudain, Vieil éléphant vit quelque chose qu'il n'avait pas encore remarqué. Il poussa un cri. « Qu'y a-t-il, Vieil éléphant » s'écria Petite Souris. Puis elle vit, elle aussi, et elle comprit que le pays des éléphants était à jamais hors d'atteinte. Vieil éléphant réfléchissait. Il était trop lourd et trop maladroit pour réparer le pont. Petite Souris saurait, elle. Sa voix aiguë le tira de ses pensées. « Si je renoue les brins et si tu t'en vas, reviendras-tu, vieil éléphant? » Il hésita à peine. « Non, dit-il, on ne revient pas de là-bas. »« Je ne veux pas que tu partes, s'écria Petite Souris. Je veux que tu restes toujours avec moi. » Vieil éléphant hocha la tête. En silence, il fit demi-tour et reprit le chemin de leur arbre. La vie reprit comme avant. Vieil éléphant faisait comme si de rien n'était, et Petite Souris aussi, mais elle y pensait souvent et elle avait peur. Les saisons passèrent. Petite Souris n'était plus si petite à présent. C'est elle qui guidait son amie lors de leur promenade et qui cueillait les fruits pour leur repas. Même avec ses lunettes, Vieil éléphant n'y voyait plus grand-chose. Il oubliait de plus en plus et il devenait sourd. Petite Souris devait crier pour lui parler. Ça ne les empêchait pas de rire et de s'amuser comme auparavant. Vieil éléphant faisait tout de même attention à ne pas rire trop fort. Ça le faisait tousser maintenant. Puis, il se mit à tousser, même quand il ne riait pas. Petite Souris tissa une couverture pour le protéger des nuits fraîches. Mais Vieil éléphant continua à tousser, appuyé contre le tronc. Il laissait là les fruits que Petite Souris lui apportait, même ses bananes préférées. « Je n'ai pas faim, disait-il, et il refermait les yeux. Alors, Petite Souris se rendit compte que c'était grave, et elle se souvint de ce que Vieil éléphant avait dit. Un jour, quand il serait trop vieux ou trop malade, il faudrait qu'il parte. Mais elle n'était plus une si petite souris, et cela lui faisait moins peur qu'avant. Elle avait du chagrin, bien sûr, à l'idée de voir son ami partir. Elle savait qu'il serait heureux là-bas. Aussi travaillait-elle de bon cœur, aussi vite et soigneusement qu'elle en était capable. Il fallait que le pont soit solide pour supporter le poids du vieil éléphant. Vieil éléphant l'attendait sous leur arbre. Elle grimpa le long de sa jambe, comme elle le faisait depuis toujours, et il lui chuchota quelques mots à l'oreille. Vieil éléphant n'eut pas l'air surpris. Au contraire, il lui adressa un clin d'œil malicieux. « Je savais bien que je pouvais compter sur toi, dit-il. » D'un pas ferme, il s'engagea sur la passerelle. « N'aie pas peur, c'est du solide, » lui cria Petite Souris. Vieil éléphant s'arrêta, il se retourna. « Je n'ai pas peur, dit-il. Tout ira bien, je le sais. » « Oui, tout ira bien, » murmura Petite Souris pour elle-même, et elle sourit tout doucement. J'adore ce livre. Quel beau livre, vraiment. Je pense que Prenez-le en note. peut nous aider à introduire beaucoup de thèmes avec nos Oui. enfants. Et c'est un livre magnifique. Voilà. Voilà. Ça complète notre présentation. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Ben moi, d'abord, je veux vous remercier parce que ça m'a beaucoup éclairé. Moi, c'est mon petit-fils qui a 5 ans qui habite avec nous. C'est mon conjoint qui est décédé, donc c'est lui qui a vécu ça. Mais je pense qu'on a bien fait ça. Oui. Oui, il est décédé depuis un mois, là, mais je pense que je vous écoutais, puis je pense que quand même, on a quand même bien fait ça. Pour la suite, ben, c'est sûr qu'il y a encore des questions, mais on fait pareil, on répond aux questions le mieux qu'on peut, puis ça va bien. Mais ce qui nous inquiétait, nous, c'était plus les réactions, là, mais j'ai entendu, là, les riais 5 ans, j'ai entendu les réactions, la colère, il a vécu tout ça, là, quand même, malgré tout. Parce que quand nous, on lui disait, il est dans ton cœur, grand-papa, ben, à un moment donné, il s'est fâché, puis il a dit non, c'est impossible qu'il soit dans mon cœur, je suis trop petit. Oh. Oui.
Tu vois qu'ils prennent les choses au pied de la lettre. Hein? D'ailleurs, dans le premier livre que je vous ai présenté, que je vous disais qui était écrit du point de vue de l'enfant, ça s'appelle Le fil de la vie. Alors, les adultes disent à l'enfant que le fil par lequel leur tante était accrochée à la vie s'est rompu. Puis là, le petit bonhomme, il cherche le fil, tu comprends-tu? Parce que lui, il cherche un vrai fil. Fait que, tu vois, c'est caractéristique d'un enfant de 5 ans, là. Son cœur est trop petit pour tenir un gros grand-papa là-dedans. Ça se peut pas, là, tu sais. Mais il a fini par se dire que... Oui, mais il a fini par dire par lui-même, au lieu de dire « il est dans mon cœur », il dit que c'est comme un fantôme. Oui. Il ne le voit pas, mais c'est parce qu'il a vu ça déjà dans les bonhommes, là. Oui, Il ne le voit pas, mais il est là. C'est ça. Fait que comme ça passe à mieux. Oui. D'avoir vous quitté, excusez-moi de vous interrompre comme tel. Juste un mot pour vous dire, ben merci pour votre passion, hein, évidemment, de partager votre expérience au niveau des jeunes enfants. C'est un sujet qui est plus nouveau, qui est plus peut-être des fois même dérangeant pour certains parce que ça bouscule les croyances, aussi également de ne pas les associer hein, à de telles étapes de vie, puis pour lesquelles ben, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse être sensibilisé à ça. Puis vous le faites bien. Puis je vous en remercie beaucoup. Puis vivement la prochaine, s'il y en a une autre, je serai présent à ce moment-là. Merci. Je suis content de faire partie de votre équipe. Merci beaucoup. Et on se revoit bientôt. Bonjour. Bonjour. Bye, Richard. Bye. Bonne fin de journée. Toi aussi. Merci. Moi, j'en ai une question. J'en aurais une question. Moi, vas-y, que Nicole. vous n'avez pas parlé, puis des enfants qui sont présents au moment de la mort ou voir la personne après qui est décédée. En tout cas, j'aurais aimé ça vous entendre parler là-dessus. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux qu'ils ne voient pas? Est-ce que c'est mieux ça? Je ne sais pas de votre expérience, là, ce que vous avez accompagné ou si vous en avez vu. Puis, Ben, dépendant comment ça se fait. Hein? Si le décès est doux et serein, quelqu'un qui part en hémorragie. Non, mais là, non, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Pas sûr, là. Non, mais tu sais, il faut vraiment voir la situation. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Mais je pense que ça peut se faire, mais il faut vraiment que l'enfant soit prêt et le demande. Mais un enfant de 5-6 ans, je ne suis pas certaine. Non, oui. Un enfant, Joanne. moi, je continue de penser que oui, c'est préférable. C'est sûr que, puis on en a même eu à la maison de soins, des gens qui sont décédés, qui avaient des enfants de 7 ans, 9 ans, 11 ans, puis la grand-mère qui était au chevet, qui disait, mais moi, tant que ma fille est dans le lit et qu'elle est vivante, c'est correct, je suis sûre d'être adéquate. Le moment qu'elle va mourir, moi, les morts, j'ai peur de ça pour mourir. Je ne sais pas comment je vais réagir. Tâchez d'être là, la gang, parce que moi, je ne veux pas traumatiser mes petits-enfants, là. Puis finalement, on l'avait reçu le message, on l'a accompagné bien, puis on a accompagné les enfants là-dedans. Et finalement, les enfants, ils ont touché à maman, les enfants se sont collés contre maman, les enfants ont fait des dessins à maman, les enfants, ils ont laissé un petit mot, un dessin, un ci, un ça. Et ça s'est très bien passé. Ce qu'on sait par ailleurs, autant pour les adultes, et je me dis, c'est pareil pour les enfants, sont encore plus concrets. Les familles qui ont le plus de misère à faire leur deuil, c'est ceux dont on n'a pas retrouvé le corps. Okay? Les gens qui sont morts à la guerre, qu'on n'a jamais retrouvés, les familles n'ont jamais fait leur deuil, ils les attendent encore. Okay? Une personne qui se noie, on ne retrouve pas le corps, on cherche 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est l'enfer. Il faut retrouver le corps pour que la personne puisse faire son deuil. Bon. Est-ce qu'on l'expose, est-ce qu'on ne l'expose pas, est-ce qu'on l'expose longtemps, en tout cas, tout ce que tu voudras, mais il faut retrouver le corps. Fait que si on a accès au corps, c'est sûr qu'il faut, il faut proposer à l'enfant. Si l'enfant dit non, 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 je ne veux pas être là, je ne veux pas y aller, je ne veux pas, mais OK. Il y a plein de monde qui ont peur des salons mortuaires, ils ne veulent pas y aller. Bon. Mais si on peut les faire accompagner par quelqu'un
qui n'est pas mort de peur juste à mettre les pieds au salon mortuaire, c'est aidant que l'enfant voit grand-papa, grand-maman, qui a plus mal, qui repose, mais qui ne respire plus, qui est froid, Il faut en parler. Il ne faut pas le laisser aller là tout seul, puis s'essayer à faire un câlin à grand-papa comme il faisait avant, puis réaliser qu'il est raide, puis fait fret, là, tu sais. Bon, mais moi, je pense que même les petits, remarque, les 0-2 ans, ils ne vont pas faire une grosse différence, là. Bon. Mais il reste qu'il va falloir leur parler pareil de ça, parce qu'ils vont être associés à ça. Mais même les plus vieux, si c'est quelqu'un qui est proche de nous, puis que nous, on a notre propre deuil à vivre, on va inviter quelqu'un de significatif pour l'enfant, une gardienne qui est significative, un ami, un couple d'amis qui sont un petit peu plus loin, mais qui peuvent juste accompagner l'enfant dans ses questions. Mais moi, je pense que les mêmes règles du jeu qui s'appliquent aux adultes s'appliquent aussi aux enfants, puis encore plus parce qu'ils sont encore plus concrets. Alors, de voir le corps de la personne qui ne respire plus, mais qui a plus mal, puis qu'on enterre ou qu'on incinère. D'ailleurs, je rajoute encore une dernière affaire, une image que j'ai trouvée absolument magnifique. Elle n'est pas de moi, elle est d'une maman dont le conjoint est décédé à la maison de soins palliatifs, puis qui avait un petit garçon de 10 ans. Puis quand le petit garçon l'a vu décéder, tout ça, elle l'a bien accompagné. Puis quand le petit garçon a appris qu'il était pour faire incinérer le corps de son père, là, ça, c'était le bout qu'il n'était pas capable de prendre. Là, ça ne se pouvait pas qu'il brûle le corps de son père. Puis là, la mère a cherché une explication. Puis, ce qu'elle a trouvé, que je trouve merveilleux, puis que je resserre à tout le monde qui veut l'entendre, c'est, elle a donné l'exemple, quand tu reçois une lettre, Émile, qu'est-ce que tu fais? Bien, je l'ouvre, OK. Puis après, bien, je la lis, je la regarde. Si c'est un dessin, je le regarde. Si c'est un mot, je le lis, bon, tout ça. Elle dit, correct. Elle dit, l'enveloppe, tu fais quoi avec? Ben, je ne sais pas. Ben, c'est ça. Le corps de ton papa, c'est l'enveloppe. Le message de ton papa, tu l'as reçu. Tu l'as vécu, tu as les souvenirs, tu as tout ça à l'intérieur de toi. L'enveloppe, on en dispose. Une fois qu'on a reçu le message, l'enveloppe, on n'a plus besoin. Je trouve que c'est une belle image pour expliquer des choses. Mais les enfants ont besoin d'explications aussi concrètes que ça. Alors oui, si on le peut, si on a des conditions qui le permettent, puis suffisamment d'accompagnement, puis que ce n'est pas quelque chose d'hyper dramatique, que tout le monde va se rouler à terre pendant les funérailles, là, je pense que les enfants doivent assister, venir toucher, donner un dessin, être là aux funérailles, voir les cendres, voir le cercueil, voir la famille qui se réunit, les gens qui pleurent, qui ont de la peine, qui parlent de la personne qui est partie. Je pense qu'il faut les associer à ça en autant qu'on peut. Oui. Et pour moi, ce n'est pas une question d'âge. Mais c'est sûr que de courir après un enfant de 11-12 mois qui ne comprend pas ce qui se passe et qui essaie de passer entre les bancs d'église pendant que tu pleures le décès de ton père, c'est peut-être pas le plus aidant. Tu es peut-être laissé se faire garder à la maison, mais en dehors de ça, là. Merci. Puis je dirais même aussi les faire participer quand les enfants sont un peu plus vieux pour les cérémonies. J'ai souvenir que quand ma belle-maman est décédée, mon fils avait 14 ans et on avait eu la job d'écrire l'hommage pour belle-maman, moi et mon conjoint de l'époque. Et on ne savait pas par où commencer. C'était tellement c'était difficile. Et notre fils sortait de l'hôpital la nuit que notre fils a eu un accident de snow qui s'est éclaté la rate. Ma belle-mère est décédée. Et je vois encore mon grand bonhomme de 14 ans, tout blanc, tout fatigué à sa sortie de l'hôpital, qui nous dit « Moi, je vais vous en parler de mémé. » Et on a commencé l'hommage de cette façon-là. Notre fils nous a dit que, et ça s'est écrit
Et pour lui, c'était important parce qu'il ne pouvait pas être aux funérailles parce qu'il était tellement faible, il avait perdu beaucoup de sang et il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas assister aux funérailles. Il dit, c'est ma façon à moi de lui dire bye bye. Ça a été vraiment le début de l'hommage à Mémé, il l'appelait Mémé. Alors, voilà. Je pense qu'ils faire participer quand ils peuvent, ils se sentent, qu'ils prennent part à. C'est important. C'est important. Alors, voilà. Ça termine notre rencontre. Et Merci beaucoup merci à pour vous. votre attention. Bonne chance à vous. Bye bye. Merci À beaucoup. bientôt. Bye. À bientôt. Bye bye. Bye, Sylvie. Bye, Nicole, je te À contacte bientôt. bientôt. OK. Bye. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Bye, bye. Bye Merci. bye.